Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le livre Good Strategy, Bad Strategy de Richard Rummelt. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce livre? Donc pour moi, Richard Rummelt, c'est un des meilleurs penseurs en stratégie. Donc ça a aussi été vérifié par différents organismes. Et j'aime bien aussi que c'est un consultant qui lie très bien le côté académique avec le côté pratique, avec des exemples qu'il a vécu en entreprise. Donc ça rend vraiment la stratégie plus concrète. J'ai déjà lu un autre livre en stratégie, donc Exploring Strategy, et ce livre vient compléter, vient élargir ma pensée stratégique. Et je lirai le livre de Michael Porter, donc comprendre Michael Porter plus tard dans ma carrière, parce que voilà, les travaux de Porter sont assez difficiles à aborder. Et puis ce livre, justement, il permet, comprendre Michael Porter, permet de s'initier avec ces techniques. Donc ce sera pour plus tard. Donc si vous voulez le lire, vous, en attendant, je vous le conseille vivement. J'ai lu le début du livre et il a l'air passionnant. Concernant ma structure de présentation, donc tout d'abord, je vais vous parler de mon ressenti sur le livre. Deuxièmement, des objectifs de ma présentation. Ensuite, on va analyser quelques stratégies. Et finalement, je vais vous dire comment je vais appliquer tous ces apprentissages dans mes projets. Tout d'abord, mon ressenti sur le livre. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé les histoires. Elles sont passionnantes. Ils parlent d'entreprises, de la Navy, enfin vraiment d'organismes très différents et des impacts d'une mauvaise stratégie sur les pays même. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Il est facile à lire. Le livre fait entre 300 et 350 pages. Et il est très facile à lire et se lit d'une traite. Et j'aime bien que l'auteur il reste simple dans ses propos malgré la complexité de la stratégie. Le seul point que je peux reprocher à ce livre, c'est qu'il n'y ait pas assez d'outils concrets à partager. Donc j'ai 3 objectifs pour ma présentation. Donc tout d'abord, c'est de vous expliquer pourquoi il faut une stratégie. Ensuite, c'est de vous montrer les 3 étapes essentielles d'une bonne stratégie. Et finalement, on va apprendre à différencier les bonnes et mauvaises stratégies. Comme ça, vous aurez vraiment une pensée stratégique plus large. Donc tout d'abord, je vais commencer par définir qu'est-ce qu'une stratégie. Donc c'est tout simplement un plan d'action spécifique pour surmonter un challenge défini. Et là, Richard Rummelt aime bien différencier la bonne stratégie de la mauvaise stratégie. Donc ici, je vais vous expliquer. Donc pour les bonnes stratégies, les critères, c'est de fixer des résultats atteignables. Donc parce qu'une mauvaise stratégie, c'est souvent quelque chose qui fait rêver, qui est inatteignable. Et lui dit non, il faut vraiment que ça soit atteignable. Comme ça, les gens, ils savent comment surmonter leur challenge. Qu'est-ce qu'il faut faire de concret? Donc voilà, c'est pas non plus une template stratégique avec les visions, missions, valeurs. Ça, il aime pas trop. Et donc c'est aussi pour optimiser. Une bonne stratégie nous permet d'optimiser nos ressources. Et une mauvaise stratégie, c'est des actions incohérentes qui se croisent. Après, on verra des exemples, comme ça sera plus parlant. Une bonne stratégie demande des choix stratégiques, enfin des choix difficiles à prendre, et une mauvaise stratégie ne prend pas de choix. Donc pour les choix difficiles, je peux vous donner un exemple tout de suite. Donc imaginons que nous avons un petit magasin et qu'il y a un supermarché à côté de notre magasin. Donc un choix difficile, ce serait de cibler sa clientèle. Donc par exemple, on va cibler uniquement les travailleurs qui ont un revenu qui ne se soucient pas trop du prix et qui sont prêts à payer pour quelque chose d'instantané et de sain. Et du coup, on va laisser de côté les clients, par exemple les étudiants, qui ne rapportent pas trop d'argent au supermarché, qui viennent souvent dans des horaires très tardifs. Donc du coup, on va prendre des choix stratégiques, on va réduire les horaires d'ouverture. Donc on sera fermé on sera ouvert en priorité pour les travailleurs qui viennent après 6 heures. Et on ne sera pas ouvert plus tard que 20 heures par exemple. Comme ça, on pourra cibler vraiment les travailleurs et non pas les étudiants. Donc ça, c'est un exemple de choix difficile.
Donc si je récapitule, pourquoi avoir une stratégie? Donc tout d'abord pour donner une direction à l'entreprise, pour surmonter nos challenges en les identifiant, pour optimiser nos efforts, nos ressources et finalement pour augmenter notre productivité. C'est aussi pour rester compétitif qu'on a une stratégie. On va passer à la partie plus pratique avec l'analyse des stratégies. Donc tout d'abord, on va prendre l'analyse de la stratégie d'Apple. Donc il faut savoir qu'Apple était au bord de la faillite en 1997, car Microsoft 95 avait lancé un système multimédia donc avec Intel PC. Ça a vraiment bouleversé l'industrie des PC portables. Et ils étaient à 2 mois de faire faillite, donc ils ont décidé de réengager Steve Jobs en tant que CEO intérim. Et Steve Jobs a dû mener des actions très stratégiques pour sauver Apple, et puis pour le placer comme un vendeur d'ordinateurs aux personnes privées. Donc l'entreprise, tout d'abord, pour mener ici, donc Steve Jobs a fait un diagnostic de l'entreprise. Donc il a identifié le challenge. C'était que l'entreprise perdait de l'argent en distribution, elle avait beaucoup trop de fournisseurs, et il était difficile, en tant que client privé comme vous et moi, de choisir un produit. Donc même Steve Jobs, il ne savait pas recommander un modèle d'ordinateur à sa cousine. Pour vous dire qu'il y avait vraiment beaucoup trop de choix, on ne savait pas trop qu'est-ce qui différencie un modèle de l'autre. Donc c'était un peu catastrophique. Ensuite, Steve Jobs a dû mettre une politique directrice en place. Donc c'était de sauver Apple de la faillite en le plaçant comme un vendeur d'ordinateurs privés. Donc la politique directrice, c'est vraiment une méthodologie qui guide les actions de l'équipe de l'entreprise. Donc ça peut être par exemple pour imager un panneau d'affichage qui nous dit quoi faire. Et puis la politique directrice nous fournit aussi les raisons des actions qu'on doit entreprendre. Donc il nous rappelle pourquoi on mène ces actions, c'est pour sauver Apple de la faillite. Et les actions cohérentes que Steve Jobs a mis en place, c'était OK, on ne vend plus qu'un seul modèle d'ordinateur, on ne vend plus qu'un seul modèle d'ordinateur fixe pour simplifier le choix aux clients. On va aussi vendre en ligne sur notre site pour diminuer les coûts de distribution. Et on va tout produire à Taïwan, donc les ordinateurs. Donc on voit vraiment ici, il y a les 3 principes clés d'une bonne stratégie. Donc c'est d'abord de faire un diagnostic des challenges actuels de l'entreprise. Après de mettre en place une politique directrice pour guider les choix des entreprises. Et puis finalement des actions cohérentes avec la politique directrice. On va analyser une autre stratégie d'entreprise. Donc une entreprise est allée voir Richard Rumelt, donc l'auteur de ce livre, et ils lui ont dit « Ok, nous on veut augmenter notre chiffre d'affaires de 20%. On veut être le meilleur sur le marché. Et nous voulons servir nos clients d'une façon unique et créative. » Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une mauvaise stratégie pour ces différentes raisons. Donc être ambitieux, ce n'est pas une stratégie. Donc augmenter le chiffre d'affaires de 20%, c'est très bien, mais ce n'est pas une stratégie. Donc souvent, il y a des slogans comme ça qui ne veulent rien dire, qui ne disent pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment atteindre ce résultat. Cette stratégie n'identifie pas les challenges de l'entreprise, et puis surtout, ça ne donne pas d'action concrète prévue pour atteindre ces objectifs. Donc un objectif sans action concrète prévue, ça reste un vœu. Et nous ne savons pas du tout où aller et quoi faire avec cette stratégie. Et une dernière histoire biblique, je voulais vous partager l'histoire de David et Goliath pour rappeler en fait l'importance de l'avantage concurrentiel. Donc en fait l'objectif ici c'est d'identifier des forces là où les autres voient des faiblesses. Donc je vais vous expliquer tout ça avec l'exemple de David et Goliath. Donc le challenge de David, c'était de survivre. Donc David, je vais vous montrer ici. Donc David, c'est le petit soldat ici, donc qui doit survivre face à Goliath,
Goliath, c'est un très grand soldat qui a beaucoup de force et qui a une bonne armure. Donc tous les deux personnages ont des forces et des faiblesses. Donc les forces de David, c'est qu'il est petit, il est flexible, il peut rapidement aller partout et qu'il sait très bien faire le lancer de pierre. Donc il est très puissant, il lance des pierres à une précision incroyable, une vitesse incroyable et il peut tuer même avec des pierres. Ses faiblesses, c'est qu'il est vulnérable, il est petit face à Goliath qui a des forces très très imposantes, qui peut le tuer d'un coup d'épée. Et le choix stratégique qu'a fait David avant de partir au combat, c'était de ne pas porter d'armure. Donc la plupart des gens, même moi, je me suis dit c'est pas du tout stratégique, il va être vulnérable, il va se faire tuer plus rapidement. Alors que pas du tout, parce qu'en fait, en faisant ce choix, il a augmenté encore sa force de flexibilité, donc il pouvait encore plus vite bouger partout. Il a donc augmenté ses forces. Et finalement, il a réussi à tuer Goliath avec sa pierre. Donc d'un coup très puissant, en pleine tête, en plein milieu, comme on le voit sur l'image. Donc voilà, c'était vraiment pour cette histoire pour illustrer les différences entre les forces et les faiblesses et comment à partir de ce que les gens pourraient croire une faiblesse, on peut encore augmenter ses forces. Et donc la seule faiblesse de Goliath, c'était qu'il n'avait pas de casque. Donc David, avec ses pierres, il a encore plus exploité cette faiblesse pour gagner le combat. Et dernièrement, donc on va revenir sur les objectifs de ma présentation. Donc je vous ai expliqué pourquoi il faut avoir une stratégie, donc avec la théorie en début de vidéo. Et aussi, je vous ai montré les étapes essentielles d'une bonne stratégie avec les exercices. Et on a appris à différencier les bonnes et mauvaises stratégies avec les exercices également. Et pour terminer ma présentation, donc quelle application je vais faire de ces apprentissages dans mes projets. Donc tout d'abord, je vais créer une bonne stratégie pour le projet Équipe Apprenante. Donc pour les mandats que nous avons avec les écoles privées. Ce livre, il m'a beaucoup aidé pour mieux structurer mes réflexions stratégiques. Et je vais aussi utiliser ces concepts de stratégie dans ma vie personnelle. Donc vraiment, mon plus grand apprentissage de ce livre, c'est d'identifier tout d'abord les challenges, les problématiques pour construire une stratégie. Je vais vous montrer un exemple pratique ici. Donc on voit à gauche, je me réveillais souvent fatigué. Donc voilà, c'était le problème. Et ma vision que je voulais avoir de moi-même, enfin le résultat que je voulais avoir de moi-même, c'était d'être en pleine forme, d'être aussi plein d'énergie. Donc je me suis dit, ok, comment je peux aller de ce problème-là à cette vision que j'ai de moi-même? Donc il fallait une stratégie, il fallait des actions concrètes. Donc c'est ce pont qui lie les problèmes aux visions, c'est la stratégie. Et donc j'ai décidé de mener 2 actions stratégiques. Donc la première, c'est de manger sain le matin, donc de manger des fruits, et le soir de me coucher à une heure régulière, donc tous les soirs. Donc là j'ai mis dans ma chambre une lampe qui s'éteint à partir d'une certaine heure. Donc voilà, c'est vraiment avec ces 2 actions stratégiques que j'arrive à résoudre en fait mon problème actuel de fatigue. Donc voilà, c'était ma présentation sur Good Strategy, Bad Strategy. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.